Conservateur de nationalité allemande, mais européen convaincu, toujours, ça ne changera pas. Et maintenant, depuis un certain nombre d'années, secrétaire général d'un réseau européen qui s'appelle Solidar. Donc je suis un enfant de la coopération franco-allemande. Les CMA ne sont pas innocents dans ce que je suis devenu, puisque j'ai été déformé dans les stages de formation d'animateur de centre de vacances et déformé aussi par les CMA dans les stages de directeur de centre de vacances. Et donc mon accès à la France à travers l'animation socio-culturelle et autres, c'est bien grâce ou faute à CMA. Et maintenant, Solida, c'est un autre niveau, puisque c'est un réseau qui a été établi en 1995 à Bruxelles. C'est un réseau d'associations qui, pour la France, sont des associations laïques, sont des fondations proches des syndicats, parfois aussi issues de la famille, de la social-démocratie, mais toujours à titre associatif. Et Solida, nous comptons aujourd'hui à peu près 60 associations dans 25 pays. On travaille autour de 3 axes. Donc il y a un axe, et là on est tout de suite aussi dans les urgences d'aujourd'hui, c'est les politiques sociales. Deuxième axe, c'est la coopération internationale et l'aide humanitaire. Et troisième axe, c'est tout ce qui est éducation tout au long de la vie. Ce que nous faisons à Bruxelles, c'est ce qu'on fait habituellement à Bruxelles à titre de réseau d'associations. Donc on est aussi lobbyiste, hein, mais pour la bonne cause, donc ça donne la mauvaise conscience pour être lobbyiste, la bonne pour dire qu'on défend quand même des principes qui nous sont chers, et on essaie de peser dans le paysage donc de la façon de faire de la politique et des procédures législatives à Bruxelles. Nous suivons pour les 3 domaines dans lesquels on intervient les politiques européennes. On intervient dans les sollicitations et consultations de la Commission européenne, dont on commente, on analyse et on explique nos points de vue sur un certain nombre de dossiers. Et après, ça passe au Parlement européen dans les consultations. Donc on travaille avec des commissions du Parlement européen, on travaille avec des parlementaires directement et donc aussi avec les réseaux qui sont membres en France, comme les CMA, la Ligue et d'autres. On essaie de promouvoir quelque chose qui, dans un terme horrible, s'appelle dialogue civil sur le plan européen. Donc nous sommes un réseau d'associations qui sont, la plus au nord c'est Oslo, donc la Norvège, la plus au sud c'est Malte, la plus à l'ouest se trouve au Portugal et la plus à l'est c'est en Pologne. Donc on est un réseau européen et avec un secrétariat permanent à Bruxelles de 10 personnes aujourd'hui. Je crois que la première chose, l'expérience a montré, et c'est aussi ma conviction personnelle, on ne peut pas mettre l'éducation à côté de tout ce qui est développement social et aussi développement international. Donc l'éducation est au cœur. L'éducation dans tout moment de la vie, mais bien évidemment l'éducation pour quoi faire. Donc aujourd'hui, les réalités sont ce qu'elles sont. On parle beaucoup de la crise en France et ailleurs. Et quand on regarde aujourd'hui, à la fin de 2014, le résultat social, le bilan social de cette commission Barroso II, c'est quand même un résultat où, à titre de président de la commission, j'aurais intérêt à me cacher très vite et très loin, parce que nous parlons de à peu près 124 à 125 millions de personnes vivant en pauvreté, au seuil de la pauvreté. C'est-à-dire c'est quand même le double de la population de la France. Ça, il faut aussi l'imaginer. En Europe, le double de la population de la France vit en pauvreté ou au seuil de la pauvreté. Ensuite, nous avons un constat qui, les statistiques officielles, c'est quand même 26 millions de personnes au chômage, et ça c'est que la statistique officielle. Et nous avons encore une exportation qui nous vient malheureusement de l'autre côté de la Manche. En bon anglais, ça s'appelle working poor, et c'est tout le contraire de ce que le candidat Sarkozy avait promis faussement à l'époque dans sa grande campagne. C'est quand même, c'est pas travailler plus pour avoir plus, c'est aujourd'hui on travaille plus pour toujours avoir moins, et en bon anglais ça se traduit working poor. Et comme on peut le voir, cet effet de working poor, de travailler de plus en plus et de gagner de moins en moins, et d'être obligé de chercher peut-être un deuxième ou troisième job afin de pouvoir se vivre, ça touche maintenant de plus en plus des publics qui se croyaient protégés. C'est-à-dire la fameuse classe moyenne dont on disait toujours que la classe moyenne, elle tient la société, elle est au cœur de la société. Et avec la mauvaise distribution des richesses que nous avons en France et ailleurs, auxquelles malheureusement aussi des gouvernements progressistes, disons, progressistes n'ont pas osé toucher,
bien évidemment, nous avons une urgence sociale. Nous avons une urgence sociale en France, en Allemagne, en Europe, avec, bien évidemment, aujourd'hui, dans des interprétations et avec des différenciations. Nous avons suffisamment de rapports qui montrent qu'il y a un grand écart entre les pays, les États membres de l'Union européenne et à l'intérieur des États membres de l'Union européenne. Et le constat préoccupant, c'est que ce n'est pas un problème du Sud, c'est aussi de plus en plus un problème du Nord. L'emploi précaire à courte durée dans des pays comme en Suède ou en Danemark est en train d'augmenter aussi. Ce qu'on appelle en anglais le gender pay gap, c'est-à-dire la différence dans les salaires entre les hommes et les femmes, même dans les pays nordiques, c'est en train l'écart se creuse. Et c'est malheureux à dire, hein, c'est pas qu'on est pessimiste ou autre, mais la réalité sociale aujourd'hui, elle est ce qu'elle est à l'intérieur déjà de l'Europe. Maintenant, regardons à travers donc la Méditerranée, l'arrivage massif donc, de gens demandant de l'asile et partant de leur pays d'origine, ça a des raisons et ça ne s'est pas amélioré. Nous avons certainement partagé à un moment donné le grand espoir qu'avec les révolutions qu'on avait en Proche-Orient, qu'effectivement on pourrait passer à autre chose, un développement durable, social, économique et environnemental. Et aujourd'hui c'est tout le contraire. L'Égypte est dans un état de quasi-dictature. Ne parlons pas de l'Algérie, c'est lamentable aussi. Le Maroc est un cas un peu à part, mais en Tunisie aussi, les forces démocratiques, forces progressistes peinent quand même à rassembler derrière eux des résultats aux élections suffisantes. Et bien évidemment, la décomposition de la Libye et d'autres États fait que il y a de plus en plus de gens qui essaient de prendre le bateau et d'arriver sur nos côtes. Et au lieu de considérer que c'est une catastrophe humanitaire, on est en train, sur le plan européen, de considérer qu'il faut gérer les flux, qu'il faut envoyer encore plus de marines, de Frontex, pour éviter que les gens partent et pour éviter qu'ils arrivent sur nos côtes, alors que de temps en temps, on sort le mouchoir pour déplorer qu'il y a 300 ou 500 morts et le lendemain, on a déjà oublié. Bien évidemment, et je crois que là, c'est effectivement, je sais que on anticipe déjà, mais je crois que le mouvement d'éducation populaire, le mouvement d'éducation tout court, il faut peut-être aussi avoir le courage de regarder un peu plus loin, parce que cette migration, c'est pas pour faire peur, mais elle va augmenter, elle va pas cesser. On ne peut pas l'arrêter en disant stop. Ils viendront. La question, c'est comment nous nous y préparons. Et jusqu'ici, on a vécu entre deux alternatives. Une alternative qui était on ouvre toutes les portes et l'autre c'était on les ferme. Et donc entre la répression et la toute ouverture, la réalité est quand même ailleurs parce qu'il faut offrir quelque chose. Et la question, comment peut-on préparer nos sociétés d'une manière à ce que ce ne soit pas entre ces deux alternatives-là, mais qu'on puisse favoriser l'intégration de ces populations. Et l'intégration, ce n'est pas l'assimilation, d'accord, mais l'intégration quand même dans des sociétés. Et je crois aujourd'hui les difficultés qu'on vit, et on est peut-être qu'au début, c'est on veut intégrer dans des sociétés qui sont en décomposition. Quand on regarde le bilan social aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils n'ont qu'à apprendre à travailler la langue et tout ça, et c'est fait. Non, c'est pas fait. Et donc c'est aussi des challenges culturels. En Allemagne, bien évidemment, on a ouvert les portes aux gens qui pouvaient prétendre d'être de souche allemande, bien que c'était peut-être encore quelques siècles d'avant. Mais on a favorisé l'intégration d'une population de l'Est, mais aujourd'hui, il y a des populations aussi qui ne viennent pas de l'Est de l'Allemagne, mais d'ailleurs, effectivement, la question c'est quels sont les moyens qu'on a, politiques, sociologiques, économiques, sociaux et d'autres, à assurer que nos sociétés restent ouvertes. Et ce n'est pas ouvrir les portes, mais ouvertes à l'accueil des populations qui sont différentes. Et je crois qu'on peine un peu, peut-être aussi parce que quand on regarde bien, quand on est honnête avec nous-mêmes, je ne parle pas contre ou pour une association ou un pays ou contre un pays, mais grosso modo, même dans la vie associative, on reste quand même relativement blanc. Et on n'a même pas réussi à l'intérieur de nos réseaux à représenter ce que représente aujourd'hui la société en Europe, la société en France ou en Allemagne. Donc, le challenge de l'éducation, je crois qu'on est bien dedans. Donc mon plaidoyer, c'est tout simplement de dire il faut qu'il y ait un changement politique, il y a une urgence sociale, parce que derrière tous ces débats de prolongation du temps de travail, tout ce qu'on nous crache là de la part de certains,
c'est insupportable parce que ça cache des réalités, et la réalité, c'est que la valeur du travail, hein, diminue, et aussi, disons, la contradiction entre capital et travail, l'écart se creuse aussi. Et aujourd'hui, une économie qui se base plutôt sur la spéculation et qui est hors de tout contrôle, comment veut-on construire une société avec un petit peu à l'image de ce que Rousseau voulait à l'époque, un véritable contrat social. Je crois que on commence à réfléchir là-dessus, et on est au début. Donc peut-être c'est là-dessus qu'il faut anticiper. Et on a quand même des choses qui sont importantes. Piketty, quoi qu'on en dise, c'est quand même heureusement qu'on a des publications de ce genre pour mettre le doigt dans la plaie ouverte. Les cas se creusent, ça veut dire croissement des inégalités. Et on sait très bien, si le processus se développe, jusqu'au bout on va aller. Et c'est là aujourd'hui. Donc on a une crise politique sur le plan global, avec ce qui se passe, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, ce qui se passe dans le sud, les guerres qu'il y a avec ISIS, hein, l'État, soi-disant État islamique, et ainsi de suite. Donc il y a un mélange, et ce que je trouve plutôt inquiétant, quand on regarde un peu dans les livres d'histoire, hein, 80 ans avant, on avait un petit peu ce mélange explosif. Donc la question, c'est non seulement comment on peut éviter l'explosion, mais comment on peut préparer l'avenir. Et de quelle sorte il sera cet avenir, sans qu'on sorte une boule de cristal en disant on va regarder ce qu'il y a dedans, peut-être un peu de ci et cela. Non, je crois que ça va demander des efforts, et quand on dit effort, ça veut dire effort, ça veut faire quelque chose. Ça ne va pas être que de la joie. Je crois qu'il faut qu'on soit prêt en disant jusqu'ici, nous tous, nous n'avons pas encore pris en considération suffisamment les changements de société. Parce que c'est normal, on bâtit toujours quelque chose par rapport à ce qu'on connaît. C'est l'être humain, bien évidemment. L'avenir, il ne connaît pas. Le passé, il l'a vécu. Il l'a apprécié ou mal apprécié. Mais on sait ce que c'est le passé. On est dans cette logique-là, avec la facilité toujours de déduire des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, parce qu'on les connaît du passé. Et imaginer aujourd'hui l'avenir, je crois que ça a toujours été, pendant tous les siècles, pour l'humanité, ça a eu une problématique. Donc je dirais, c'est pas où sont aujourd'hui les mouvements d'éducation populaire comme les CMA ou d'autres. C'est aujourd'hui, il faut s'approprier la question en disant, bon, on voit que au-delà de ce que nous faisons de bien, de moins bien, d'excellent ou de moins excellent, de ce que nous sommes capables de faire, de regarder peut-être un peu au-delà de la manière, et d'avoir le courage aussi à entamer des questions où des gens vont dire c'est pas forcément de votre domaine, parce que bon, même si l'éducation populaire n'est pas heureusement liée au parti politique, elle a quand même, dans le sens grec, une responsabilité civique et politique. Et dans ce sens-là, la question c'est que et je crois que ça c'est quand même, je dois le dire en tant qu'Allemand et Européen, je crois quand même la France est un pays où on se plaint souvent en disant ça va pas et tout ça, tout est erreur. Mais soyez quand même fiers de ce que vous êtes capable. Vous avez quand même une façon d'aborder des questions de société, des questions sociétales, que souvent dans d'autres pays de l'Union européenne, on les aborde non seulement pas de la même manière, mais on ne se les pose même pas. Parce qu'on reste sur la technicité, on reste sur le domaine, on reste sur le sectoriel, et on ne veut pas avoir la grande vision de l'ensemble. Et je crois que, bon, on ne va pas dire est-ce que c'est suffisamment traité et tout ça, disons, oui, c'est pas trop tard. Aujourd'hui, on y va, on commence. On peut toujours intensifier la présence, mais commençons avec le début. Le début, c'est que bien évidemment, l'Europe, et c'est pas simplement mon passé, mon vécu personnel, il faudrait qu'il y ait des forces d'initiative en Europe à entreprendre des choses. Et dans le passé, quand ça marchait, quand le couple franco-allemand fonctionnait à tous les niveaux, il y a des choses qui bougeaient en Europe. Et je crois que culturellement, malgré des dysfonctionnements et un manque de compréhension sur le plus haut niveau, au niveau du gouvernement, et peut-être aussi d'une certaine partie des élites, quand même, il y a deux pays qui n'ont jamais été aussi proches que la France et l'Allemagne. Donc si on veut faire bouger des choses en Allemagne, et en France et en Europe, il faudrait qu'on travaille ensemble. Et je crois que les CMEA, vous pouvez mettre dans la balance tout le passé aussi de votre engagement franco-allemand, européen, international. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, évidemment, comme je disais avant, il y a une façon d'aborder des problématiques, pas des problèmes, mais des problématiques, où on a vu depuis que les CMA se sont engagés dans nos activités autour de la grande question de l'éducation tout au long de la vie,
que bien évidemment avec les pratiques et aussi la façon d'appréhender des problématiques, c'est une différence qui pèse dans le sens positif, parce que entre la manière anglo-saxonne d'aborder des choses, entre la manière scandinave, allemande ou de l'Europe de l'Est ou du Grand Sud, je crois qu'effectivement c'est consistant, il y a quelque chose. Et on voit que bon, la présence des membres français, non seulement c'est très apprécié par les autres membres, mais aussi pour nous, c'est important parce que nous on a appris une chose. L'Europe ne se construit pas parce qu'on décide de la construire. L'Europe ne va pas se construire quand on dit on est tous pareils, on est européens convaincus, on y va, ou parce qu'on veut avoir de libre-échange, ou on veut avoir un marché intérieur sans limite. Non. L'Europe se construit dans sa douleur, dans ses difficultés, dans des processus, et dans les processus, il faut investir. Et bien évidemment, un investissement d'un réseau comme les CMA, c'est pas lancer une fleur, c'est vraiment dire, on voit que pour les autres Européens, c'est important. Donc là, comme vous n'êtes pas là et les autres ne sont pas là, je peux vous assurer que les autres Européens en scène de solidarité, ils regrettent toujours. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut s'inscrire encore dans des logiques de développement? Je crois que les réseaux comme les nôtres, qui sont bien implantés à Bruxelles, qui sont vraiment reconnus, qui ont une influence certaine, et certainement de l'influence, la question c'est quand même quel est le retour, qu'est-ce que ça reflète. Et je crois aujourd'hui la question c'est plutôt aussi à nous et aux autres réseaux européens, dans quelle mesure on peut faire en sorte pour que cette pratique, ce qu'on peut obtenir, ce qu'on peut faire sur le plan européen, comment on peut peser pour que les membres des réseaux se rendent compte aussi. Je me souviens des débats qu'on a eus en France avec une grande thématique « Oser l'Europe » ou « l'Europe pour ou contre nous ». Bon, ça, c'est pas la question. L'Europe, c'est compliqué, c'est normal. L'Europe, ça vaut l'investissement, j'en suis convaincu, mais l'investissement n'est pas facile et les problèmes ne sont pas que dans le linguistique. Donc c'est pour ça que je crois que, bien qu'il y ait des urgences sociales, politiques et autres, il faut considérer que c'est un processus de longue haleine. Et donc la question, c'est aussi comment, avec les questions que vous posez pour le Congrès, comment les utiliser pour aller plus loin et pour dire, voilà, comment on s'approprie, vraiment dans la pure tradition de l'éducation populaire, de mouvements comme les CMA, comment on s'approprie les questions en disant que ce n'est pas simplement à comprendre comment fonctionnent les institutions, mais comment fonctionne l'Europe, ça veut dire aussi quelle place veut-on y occuper, et à considérer que l'Europe, c'est pas à Bruxelles, à Strasbourg, l'Europe, c'est là où je vis, c'est là où je suis, et effectivement, à se sentir responsable d'un avenir qui ne peut être qu'une Europe plus sociale, plus juste, mieux repartie, plus égalitaire, et ça vaut l'investissement, je le vis au quotidien, mais je voudrais je me pose la question comment faire en sorte pour qu'il y ait davantage de gens qui s'en rendent compte, de ceux qui ne sont pas tous les jours à Bruxelles et autour des institutions. Et ça, c'est un problème non simplement éducatif, il est au-delà. Mais donc voilà, j'espère que la boule de cristal va servir à quelque chose, va dessiner un avenir. Et surtout, on a vu, on ne peut ni décréter l'Europe, hein, on ne peut ni la générer ou dégénérer, mais il faut la co-gérer et participer. Et c'est pour ça la question je crois, l'éducation, c'est donner à l'individu des moyens d'anticipation, d'intégration, de gestion, co-gestion, de co-détermination et autres. Et donc c'est un devoir civique qu'on a.